Bonjour mesdames et messieurs, il est 13 h partout en Côte d'Ivoire, l'heure de votre journal. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a pris part hier vendredi à la séance plénière du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, en Russie. Le développement durable et la coopération étaient au centre des communications des intervenants, au nombre desquels le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État a présenté aux magistrats de la Cour des comptes les grandes lignes du budget programme. C'était hier à l'occasion d'un séminaire de sensibilisation. Moussa Sanogo leur a expliqué toutes les innovations contenues dans ce budget programme qui entre en vigueur le 1er janvier 2020. Ils sont décédés, démissionnaires ou retraités, mais ils continuent de percevoir leur salaire. Ce sont près de 2000 fonctionnaires fictifs qui font perdre à l'État de Côte d'Ivoire des milliards de francs CFA. Une situation qui préoccupe le gouvernement. Le Trésor public s'active pour mettre de l'ordre dans ce flou artistique. Reportage à suivre dans une quinzaine de minutes. Recevant une délégation de son parti politique en sa résidence de Daoukro le mercredi 5 juin 2019, M. Aimé-Henri Konan Bédié, ancien chef de l'État et président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a tenu les propos suivants, je cite. « On fait venir des étrangers armés qui sont stationnés maintenant dans beaucoup de villages. Il faut simplement que nous soyons conscients, car le moment venu, nous agirons pour empêcher ce hold-up sur la Côte d'Ivoire sous le couvert de l'orpaillage. D'autres ont fait venir clandestinement, surtout dans la commune d'Abobo. Les gens rentrent, on leur fait faire des papiers. Nous avons fait venir des étrangers dans nos plantations de café, de cacao, et ensuite, les gens se sont installés à leur propre compte et aujourd'hui, ils agressent les planteurs ivoiriens et se disputent même la propriété des terres. Nous avons fait venir donc des étrangers. Il faut que nous réagissions pour que les Ivoiriens ne soient pas étrangers chez eux, car actuellement, on fait en sorte que l'Ivoirien soit étranger chez lui. Mais les Ivoiriens n'accepteront jamais cela. » Ces propos... Fin de citation. Ces propos d'une extrême gravité appelant à la haine de l'étranger sont de nature à mettre en péril, au-delà de la paix et de la cohésion sociale, l'unité nationale et la stabilité du pays. Cette déclaration intervient à un moment où plusieurs localités du pays sont secouées par des violences intercommunautaires qui se sont soldées par des morts, des blessés, des dégâts matériels importants, ainsi que par des déplacements de populations en détresse humanitaire. Le gouvernement tient à rappeler que l'instrumentalisation de la haine de l'étranger par le président Henri Konan Bédié et les dérives qui en sont résultées ont été à la base des différentes crises que notre pays a connues depuis le décès du président Félix Houphouët-Boigny en décembre 1993. C'est pourquoi le gouvernement condamne cette sortie qui n'honore pas son auteur, qui ne doit pas méconnaître les obligations liées à son statut. Le gouvernement tient à rappeler à tous que le racisme, la xénophobie, le tribalisme et la discrimination raciale ou religieuse sont constitutifs d'infractions prévues et punies par la loi pénale. Fait à Abidjan, le 8 juin 2019, c'est un communiqué signé des mains de Sidi Tiemoko Touré, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Je vous le disais en titre, Daniel Kablan-Duncan est en Russie. Hier vendredi, le vice-président de la République a pris part à la séance plénière du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, avec au menu le développement durable et la coopération. La correspondance en Russie d'Awa Touré. Les représentants de 120 pays et plusieurs chefs d'État et de gouvernement, au rang desquels le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, représentant le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, à la plénière du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. L'occasion pour le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, de faire un état des lieux de l'économie mondiale. Pour lui, l'architecture de l'économie internationale a radicalement changé depuis la fin de la guerre froide avec des modèles de développement qui ont montré leurs limites. Le rôle de nouveaux moteurs du développement des technologies de l'information et de la communication n'est pas encore efficace. De plus, le modèle de mondialisation
correspond de moins en moins aux réalités. Invité d'honneur de cette 23e édition du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, le président de la Chine, Xi Jinping, a dit l'attachement de son pays au développement durable. En témoigne l'ouverture de la route de la soie qui s'inscrit dans les objectifs du développement durable, avant d'ajouter qu'il faut combiner les efforts en vue de construire l'économie mondiale afin de créer les conditions d'une concurrence loyale. L'agenda 2030 des Nations Unies et ses 17 objectifs représentent un cadre stratégique pour le développement durable. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, au terme de la rencontre, a fait le point sur les actions engagées par la Côte d'Ivoire pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, en ce qui concerne le développement durable, vous savez que le président de la République a fait prendre une série donc de mesures, notamment dans le domaine de la forêt, avec le projet RED+, avec le projet de cacao ami de la forêt, etc., de manière à ce que l'impact que le climat a sur le développement s'amenuise au fil donc du temps. Donc les choses s'améliorent au niveau de la Côte d'Ivoire. Il a demandé aussi que nous puissions pousser l'énergie solaire en Côte d'Ivoire, de manière globale les énergies renouvelables, pour que les énergies renouvelables jouent un rôle beaucoup plus important. Je crois qu'actuellement on a 65% au niveau donc, disons, de l'énergie thermique et 35% pour l'énergie renouvelable. Il a demandé qu'on inverse la situation d'ici une dizaine d'années. On est sur le chemin de le faire. Ce que nous souhaitons, nous, pays en développement, c'est qu'on puisse prendre davantage en compte les besoins des pays en développement, notamment dans les domaines du développement du capital humain, dans le domaine de l'industrialisation, dans le domaine, disons, que des infrastructures et dans le domaine donc, des financements innovants. Je crois que si ces éléments sont pris en compte, il y a des chances que l'Afrique puisse devenir, comme on l'a indiqué en conclusion, la nouvelle frontière de développement. Le vice-président s'est par ailleurs félicité du fait que les dirigeants du monde mettent le développement de l'économie mondiale au cœur de leurs actions. On en vient maintenant à ce séminaire de sensibilisation où le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État a présenté aux magistrats de la Cour des comptes les grandes lignes du budget programme. Moussa Sanogo leur a expliqué les innovations contenues dans ce budget programme qui entre en vigueur le 1er janvier prochain. Les témoignages de Jean-Luc Bangbo. Le secrétaire d'État Moussa Sanogo poursuit ses séances d'explication du budget programme, un des principaux axes de la réforme des finances publiques ivoiriennes. Après les sénateurs et les députés, le mois dernier, ce sont les magistrats de la Cour des comptes qui ont pu s'instruire sur les grandes articulations de ce nouveau mode de gestion des finances publiques. Cette réforme des finances publiques vise à offrir une meilleure visibilité dans les choix budgétaires et elle vise également à accroître l'efficacité de la dépense publique ainsi qu'à améliorer le service public rendu aux citoyens. Elle renforce enfin les prérogatives des organes de contrôle externe que sont le Parlement et votre illustre institution, la Cour des comptes. Le basculement au budget programme est prévu pour janvier 2020 et pour le secrétaire d'État, la Cour des comptes jouera un rôle déterminant dans sa mise en œuvre. La Cour des comptes aura un rôle majeur dans le nouveau processus budgétaire. Surtout, il y aura un renforcement de son action de contrôle et puis sa capacité d'appréciation des performances des différents ministères. Elle va avoir un rôle extrêmement important là-dessus pour savoir un peu si les objectifs qui ont été fixés ont été atteints et si la dépense publique s'est faite à bon escient. Le budget programme préconise une nouvelle approche de l'élaboration et de l'exécution du budget. Celle-ci met l'accent sur les priorités de moyens et long terme associées à des objectifs de résultats. Contrairement au budget annuel, le budget programme sera élaboré et présenté pour une période de 3 ans. Je vous conduis à présent dans les locaux de l'agence ivoirienne de presse. Félix Anoblé y était jeudi dans le cadre de la tribune de l'AIP, un espace d'échange et d'information sur les questions de développement. Le secrétaire d'État chargé de la promotion des PME a expliqué le rôle des PME dans l'économie nationale et les stratégies mises en place par le gouvernement pour qu'elles prennent une part plus active dans le PIB. On en sait plus avec Nadia Idja et Jean-Jacques Kouaméala. Invité de cette tribune de l'agence ivoirienne de presse AIP,
Félix Anoublé, secrétaire d'État chargé de la promotion des PME, a présenté la politique du gouvernement en matière des PME. Un projet phare, le programme Phénix, qui va mobiliser 83 milliards de francs CFA pour le financement et l'encadrement de plusieurs entreprises. Nous avons pu accompagner les femmes à travers un fonds de 5 milliards de francs CFA. Il y a aussi eu la signature d'une convention pour le financement des entreprises de façon générale, pour un montant partant de 5 millions à 100 millions de francs CFA. La signature tout dernièrement d'une convention de 350 milliards en 4 ans pour accompagner les PME, mais à côté de ce financement, mettre en place une maison appelée la Maison des PME qui va accueillir l'ensemble des acteurs. Des acquis à consolider d'ici 2020 avec l'opérationnalisation d'un observatoire et une plateforme électronique des PME, la création de fonds de soutien et de postes d'encadrement dans les collectivités locales, mais surtout la mise en place d'un dispositif pour les entreprises de taille intermédiaire ETI. C'est la première vague d'entrepreneurs ivoiriens qui ont démarré dans la PME et qui aujourd'hui se retrouvent donc dans la catégorie intermédiaire. Il faut pouvoir réfléchir à une politique pour les accompagner et faire d'elles des grandes entreprises. Toute une politique sera déployée pour que d'ici fin 2020, nous ayons un minimum de 200 petites entreprises ou petites industries dans nos communes. La politique gouvernementale vise à faire des PME le socle de l'économie nationale. À ce jour, ce secteur représente 23% des emplois et contribue à environ 20% du produit intérieur brut PIB. Des morts qui continuent de percevoir leur salaire, des retraités, des démissionnaires qui continuent d'être payés par l'État de Côte d'Ivoire, des travailleurs qui ont accédé à la fonction publique de manière irrégulière, voire frauduleuse. Ils sont au nombre de 2000 fonctionnaires fictifs sur les 209 000 que compte la Côte d'Ivoire. Un désordre qui fait perdre à l'État plusieurs milliards de francs CFA. À quoi est dû ce dysfonctionnement? Le Trésor public en donne les éléments de réponse et tente depuis quelques années de mettre de l'ordre. C'est un reportage exclusif signé Didier Nguesson du service Société de la rédaction. 25 novembre 2014, des hommes et des femmes font le siège devant le bâtiment abritant les locaux de la fonction publique. C'est un sit-in des fonctionnaires qui seraient suspendus et retirés des fichiers de la fonction publique. 4 ans plus tard, ils récidivent en envahissant le hall de la fonction publique. Organisés en collectif, leurs responsables avancent le chiffre de 2000 fonctionnaires touchés par la mesure. Nous avons reçu une information sur ce que la fonction publique recrutait. Nous avons déposé nos dossiers et quelques temps après, nous avons été appelés. On nous a délivré des actes administratifs avec des matricules authentiques. Nous avons pris service. Certains parmi nous ont été nommés chefs de service. Nous nous sommes soumis à toutes les opérations d'identification de la fonction publique, ce qui témoigne de la crédibilité. Voilà l'étape qui nous a permis d'intégrer la fonction publique. Les membres de ce collectif auraient travaillé pour certains jusqu'à 30 mois à leur poste. Leur intégration à la fonction publique ne s'est faite ni sur concours, ni sur décision exceptionnelle du chef de l'État, les 2 cas prévus par la loi. Sur la question, nous avons rencontré ce syndicat de travailleurs. De notre point de vue, j'appellerais fonctionnaire fictif, un fonctionnaire dont la situation administrative indique qu'il est à son poste, qu'il y travaille et qu'au constat, il n'y est pas et qu'il perçoit de l'argent. Ici, il s'agit de travailleurs irrégulièrement recrutés par la fonction publique. Mais alors, à qui incombe la faute? Au-delà des terminologies et des actions de revendication, le contentieux est porté devant la Chambre administrative de la Cour suprême. La décision des juges est favorable au collectif de travailleurs radiés. Nous avons par avis communiqué, appeler toutes les personnes qui se trouvent dans cette situation d'apporter leur dossier et que chacun nous apporte l'acte par lequel il a été recruté à la fonction publique comme étant un fonctionnaire. Aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près 1180 ou 181 dossiers qui ont été réunis. Ces dossiers vont être examinés à la lumière des textes en vigueur et ceux qui auront des actes réguliers, il n'y aura pas de problème. Mais ceux qui ne pourront pas attester, en tout cas produire un acte authentique qui ne soit entaché d'aucune irrégularité,
nous en tirerons les conséquences. Pour le règlement du contentieux, le ministère de la fonction publique propose aux fonctionnaires concernés la présentation de 4 documents. Un arrêté d'admission à un concours de la fonction publique, un arrêté et un décret de nomination à un poste et une note de service justifiant leur présence à la fonction publique. La Côte d'Ivoire compte 209 000 fonctionnaires avec une masse salariale estimée pour cette année 2019 à 1 700 milliards de francs CFA. Une partie de ce budget est indûment payée à des fonctionnaires en activité ou non. De 2012 à 2016, la direction de la solde a transmis plus de 2500 dossiers de fonctionnaires décédés en activité. C'est l'équivalent de 5,2 milliards de francs CFA perdus. Face à cette réalité qui perdure, le Trésor public fait la chasse à ce qu'il appelle les trop perçus sur salaire. Un taux perçu sur salaire, c'est une somme indûment payée à un fonctionnaire en position administrative n'ont pas droit à rémunération. Lorsque, par exemple, un retraité continue de percevoir son salaire de fonctionnaire, ou une personne qui a demandé un détachement, une disponibilité, ou bien qui est aussi, il y a les accessoires de salaire, comme les indemnités. Lorsque la personne change de fonction et ne signale pas à la fonction publique ou à la direction de la sorte que j'ai changé de statut, de situation, pour qu'on ne continue pas de lui payer de double indemnité. Prenons le cas d'un instituteur qui décède. Le directeur de l'école, via l'inspection de l'enseignement primaire, informe la direction régionale de l'éducation nationale, DREN, qui saisit le ministère de l'Éducation nationale. Le dit ministère, à son tour, informe la fonction publique. La fonction publique saisit la direction de la solde pour arrêt du salaire de l'instituteur décédé. Il faut en moyenne 1 mois pour transmettre l'information au destinataire final. Mais la lourdeur des procédures administratives peut faire durer ce processus bien longtemps. Pendant ce temps, le salaire du fonctionnaire décédé continue d'être versé. En mai 2017, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a sensibilisé les gestionnaires des ressources humaines sur la réduction des trop perçus sur salaire. Objectif, contribuer à réduire les rémunérations indûment mandatées. Après le séminaire, nous avons réussi à baisser quand même le taux de mandatement indu. Nous sommes passés de 500 dossiers en moyenne en 5 ans à 224 dossiers. Comment on peut l'expliquer? Les gestionnaires de ressources humaines ont été réactifs. Ils ont signalé les agents qui ne viennent pas au travail, qui ne sont plus là. Les banques ont coopéré. La CGRAE a coopéré. Donc, ils reversent directement. Nous avons pu cantonner les sommes de ces personnes-là, sur les comptes de ces personnes-là. Selon les conclusions de cette campagne, la transmission diligente des informations relatives à la situation des fonctionnaires est l'un des leviers à activer pour une fonction publique moins budgétivore. Fonctionnaires fictifs en Côte d'Ivoire, quelle perte pour le Trésor public. C'était un reportage grand format signé Didier Nguessan à revoir sur tous nos réseaux sociaux. Les artisans constituent à eux seuls 40% de la population active en Côte d'Ivoire. Cependant, la plupart ne paient pas d'impôts. Est-ce par ignorance? En tout cas, la Direction générale des impôts et la Fédération des artisans veulent inverser la tendance. Les deux instances ont entrepris ensemble une campagne de sensibilisation et de formation à la pratique du civisme. Reportage Désiré Kofi et Franck Quadio. Marché artisanal de Cocody. Ce n'est pas la grande affluence. Dans ces stands qui les louent entre 50 et 70 000 francs CFA, artisans et commerçants sont inquiets. Non seulement tu dois nourrir la famille, et bon, tu as la mairie aussi à payer. Et encore, on va te dire qu'il faut payer un impôt. Vraiment, là, c'est un peu... Justement, faire face aux impôts. Beaucoup de méconnaissances sur le sujet. Selon la Direction générale des impôts, en accord avec la Fédération des artisans de Côte d'Ivoire, la première campagne de sensibilisation et de formation à la pratique du civisme fiscal est lancée. Nous avons choisi en tout cas de ne plus être désignés comme étant le secteur informel. Nous avons choisi de rencontrer les impôts de façon responsable afin d'échanger avec les impôts et de faire comprendre que le mur de méfiance devrait et doit tomber dès ce jour. Le secteur de l'artisanat participe de près de 12% au produit intérieur brut de Côte d'Ivoire. C'est un secteur jugé important. Comme vous le savez, l'artisanat en Côte d'Ivoire, c'est près de 245 métiers. Il est à reconnaître aussi que ce monde
n'est pas toujours, je veux dire, connecté au plan donc, de l'impôt. Il y a beaucoup qui échappent à l'imposition. Un programme alors pour une meilleure approche. Les artisans pourront choisir le type d'impôt proportionnel à leurs revenus. Et aujourd'hui, il y a un critère qui permet la répartition des contribuables dans ce que nous appelons des régimes d'imposition. Et ces régimes d'imposition-là sont fonction du chiffre d'affaires que vous réalisez au cours d'une année donnée. J'achète un bien à 100 francs, je le revends à 110 francs. Mais 110 francs constitue mon chiffre d'affaires. Et c'est sur la base de ce chiffre d'affaires-là que les services des impôts ont travaillé pour voir, au cours de l'année donnée, est-ce que ce contribuable-là remplit les critères en matière de chiffre d'affaires. Ce programme piloté par la Direction générale des impôts se tiendra jusqu'en décembre 2019. Après les artisans, d'autres acteurs, ceux du transport par exemple, seront sensibilisés par la Direction générale des impôts. Le programme social du gouvernement est en marche et c'est tout bénéfice pour la population. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly vient de remettre 2 ambulances médicalisées à l'hôpital général de Tabou et au centre hospitalier régional de San Pedro. Sam Conan, notre correspondant sur place. Une ambulance médicalisée pour l'hôpital général de Tabou, une autre pour le centre hospitalier régional de San Pedro. C'est un don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Désormais, les malades pourront être évacués à temps et dans de bonnes conditions. Votre cri de cœur a donc été entendu par le gouvernement, qui a donc décidé de résoudre ce problème. C'est donc un soulagement pour toute la région et je vous comprends aisément. Mesdames et messieurs, cet acte constitue sans aucun doute la preuve de la volonté du chef de l'État et de son gouvernement d'apporter le bien-être aux Ivoiriens à travers sa politique sociale. Ces 2 structures sanitaires de la région de San Pedro étaient en manque d'ambulances. L'hôpital de Tabou n'a pas d'ambulance pour le moment. Ce qui est là, c'est l'ambulance de Difri, qui fait hôpital. Ça, on se démène. Tabou a beaucoup souffert. Tabou manque de tout. Tabou est un corps qui a mal partout. Donc il est nécessaire que tout le système médical en griffe du gouvernement se mette autour de notre département. En plus de l'ambulance, l'hôpital général de Tabou bénéficie de 5 lits d'hospitalisation. Le directeur de l'hôpital général de Tabou et celui du CHR de San Pedro ont promis d'utiliser ces ambulances à bon escient. L'on célèbre aujourd'hui la journée mondiale de l'océan. C'est une démarche lancée en 1992 à l'issue du sommet de Rio qui vise à faire du 8 juin de chaque année une occasion de sensibiliser le grand public à une meilleure gestion des océans et de leurs ressources. En Côte d'Ivoire, le gouvernement en appelle à la responsabilité de tous quant à la préservation de l'environnement. Les propos du ministre sont recueillis par Ouattara Amadou Walter. Selon des données de la FAO, en 2018, environ 60 millions de personnes dans le monde travaillent dans les secteurs primaires de la pêche et de l'aquaculture, dont 14% sont des femmes. Les femmes jouent un rôle significatif en matière de sécurité alimentaire, nutritionnelle, à travers le traitement des produits de pêche. Pourtant, les méthodes qu'elles utilisent sont peu soucieuses de leur propre santé et celle des populations ainsi que de la préservation de l'environnement. Cela malgré l'existence de technologies améliorées introduites dans le pays. L'utilisation du four traditionnel nuit à la santé des femmes fumeuses, gravement affectées du fait de l'exposition prolongée aux fumées et à la chaleur. De même, le recours abusif au combustible a un impact considérable sur l'écosystème. La Journée mondiale de l'océan s'avère donc une opportunité pour le gouvernement d'attirer l'attention des 80% des femmes qui exercent dans la transformation des produits de pêche en Côte d'Ivoire. Fumer 1 kg de poisson requiert 5 kg de bois, sans compter l'émission massive de dioxyde de carbone et les hydrocarbures aromatiques polycycliques cancérigènes pour les consommateurs
qui se déposent directement sur les poissons fumés de façon traditionnelle. Ainsi, pour améliorer le cadre de travail et de vie de ces femmes, le gouvernement, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, a initié des actions, notamment dans le cadre du programme de gestion du littoral de l'Afrique de l'Ouest, appelé WACA, où des activités génératrices de revenus sont prévues pour améliorer l'équipement des femmes mareyeuses, en four amélioré et restaurer et conserver les mangroves pour la durabilité des activités de pêche. Le rôle des océans comme source de vie est rappelé chaque année le 8 juin. L'édition 2019 de la Journée mondiale de l'océan est placée sous le thème « Le genre et l'océan ». Un accent est mis sur l'importance durable des océans, des mers et des ressources marines. Amadou Soumaoro est au Sénégal depuis quelques jours dans le cadre de la coopération parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale y conduit une délégation. Lors de la séance de travail avec le président du Parlement sénégalais, Moustapha Niasse, plusieurs points ont été abordés, notamment le terrorisme en Afrique. Les deux délégations se sont également engagées à renforcer les relations entre leurs deux institutions. Moussa Konaté et Adama Kéré, nos envoyés spéciaux à Dakar. La Côte d'Ivoire et le Sénégal s'engagent à renforcer leurs relations à travers leurs assemblées nationales. À cette séance de travail entre des responsables des deux institutions à Dakar, les délégations ivoiriennes et sénégalaises ont évalué l'accord parlementaire signé en 2013 entre les deux pays et défini de nouvelles perspectives de coopération. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour de cette rencontre. On note entre autres le renforcement de la démocratie et l'épineuse question du terrorisme. Nous avons fait le constat que seule la mutualisation de nos efforts, seule la mutualisation de nos moyens pourra nous permettre d'arriver au bout de ces fléaux. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire étant les deux piliers de l'UMOA, que nous avons intérêt à ce que ces deux pays connaissent la stabilité politique et la sécurité au bénéfice de l'Afrique de l'Ouest, au bénéfice de notre sous-région. En plus, nous avons parlé de la coopération internationale et parlementaire. Nous avons parlé de l'APF. Nous avons parlé du renforcement de notre participation commune aux différentes assemblées parlementaires. Et le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont en phase sur toutes ces questions. Les visites réciproques entretiennent l'amitié entre les peuples, entre les dirigeants du monde entier, entre les institutions qui les animent et qui les portent, qui les développent et qui les enrichissent. Pour l'entente, la coopération, le partage, la concertation, tellement de liens existent entre Dakar et Abidjan sur tous les plans. L'histoire commune, les cultures au pluriel, les options pour la démocratie, car la démocratie implique une majorité de la population et une opposition à cette majorité, l'une et l'autre travaillant ensemble pour des objectifs communs. Cette réunion entre les responsables des assemblées nationales ivoiriennes et sénégalaises a été marquée par des remises de présents. Également, une visite de galeries photos des différents présidents de l'Assemblée nationale du Sénégal. En bref et en images, 6 Italiens, 1 Français et 3 Ivoiriens viennent d'être arrêtés à Abidjan et à Tabou, près de la frontière libérienne. Un réseau international de trafiquants de cocaïne. Le coup de filet intervient au terme d'une enquête de 9 mois d'enquête menée par les polices françaises, ivoiriennes et italiennes. L'opération a été baptisée Spaghetti Connexion. Les polices françaises, ivoiriennes et italiennes saluent l'efficacité de leur coopération. Les précisions d'Abou Sanogo dans nos prochains journaux. Je vous fais à nouveau lecture de cette déclaration du porte-parole du gouvernement. Recevant une délégation de son parti politique en sa résidence de Daoukro le mercredi 5 mai 2019, M. Aimé-Henri Konan Bédié, ancien chef de l'État et président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a tenu les propos suivants. Je cite, « On fait venir des étrangers
armés qui sont stationnés maintenant dans beaucoup de villages. Il faut simplement que nous soyons conscients, car le moment venu, nous agirons pour empêcher ce hold-up sur la Côte d'Ivoire sous le couvert de leur paillage. D'autres ont fait venir clandestinement, surtout dans la commune d'Abobo. Les gens rentrent, on leur fait faire des papiers. Nous avons fait venir des étrangers dans nos plantations de café, de cacao, et ensuite les gens se sont installés à leur propre compte et aujourd'hui ils agressent les planteurs ivoiriens et se disputent même la propriété des terres. Il faut que nous réagissions pour que les Ivoiriens ne soient pas étrangers chez eux, car actuellement on fait en sorte que l'Ivoirien soit étranger chez lui, mais les Ivoiriens n'accepteront jamais cela. Fin de citation. Ces propos d'une extrême gravité appelant à la haine de l'étranger sont de nature à mettre en péril, au-delà de la paix et de la cohésion sociale, l'unité nationale et la stabilité du pays. Cette déclaration intervient à un moment où plusieurs localités du pays sont secouées par des violences intercommunautaires qui se sont soldées par des morts, des blessés, des dégâts matériels importants ainsi que par des déplacements des populations en détresse humanitaire. Le gouvernement tient à rappeler que l'instrumentalisation de la haine de l'étranger par le président Henri Konan Bédié et les dérives qui en ont résulté ont été à la base des différentes crises que notre pays a connues depuis le décès du président Félix Houphouët-Boigny en décembre 1993. C'est pourquoi le gouvernement condamne cette sortie qui n'honore pas son auteur et qui ne doit pas méconnaître les obligations liées à son statut. Le gouvernement tient à rappeler à tous que le racisme, la xénophobie, le tribalisme et la discrimination raciale ou religieuse sont constitutifs d'infractions prévues et punies par la loi pénale. Fait à Abidjan le 8 juin 2019 des mains de Sidi Tiemoko Touré, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pourrez le revoir sur notre application RTI Mobile et sur rti.ci. À demain, 13h.